Dans le Kentucky, des familles de militaires se préparent à accueillir leurs proches arrivant d'outre-mer. Une réception à leur honneur était prévue. La famille et les amis des soldats étaient réunis. Au même moment, dans un petit aéroport canadien, il y avait des débris partout. Tout était détruit. Personne n'aurait pu survivre à ça. 256 personnes sont mortes. C'est l'un des pires accidents aériens de tous les temps. À chaque fois qu'un tel crash se produit, des suspicions émergent. Les réponses seront difficiles à obtenir. Reporter une mauvaise cause à un accident ne fait pas évoluer la sécurité. Alors que deux scénarios radicalement opposés du crash apparaissent. Le vol Arrow Air 1285 arrive au bout d'un voyage de 10 000 km depuis l'Égypte jusqu'aux États-Unis. Le DC-8 est en route pour Fort Campbell, dans le Kentucky, via l'Allemagne et Terre-Neuve. À bord se trouvent 8 membres d'équipage et 245 passagers. La plupart sont des soldats américains faisant partie de la fameuse 101e division aéroportée, les Aigles Hurlants. Cette division s'était battue durant la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement de Normandie. Les soldats avaient été parachutés derrière les lignes allemandes. Ils ont vraiment marqué leur place dans l'histoire. Je pense que tous ceux qui servent dans cette division aujourd'hui ont une loyauté et un sentiment tout particulier envers cette troupe et du fait d'en faire partie. Ils avaient été dans le Sinaï pendant 5 mois et demi, alors je suis sûr qu'ils étaient pressés de retrouver leurs proches et de profiter des vacances. Pour ramener les soldats, l'armée a affrété la compagnie charter Arrow Air. Ce n'était pas inhabituel de faire ça dans les années 70 et 80. Le gouvernement avait des contrats avec des compagnies aériennes pour transporter les troupes jusqu'au pays. À 5h30 du matin, le Douglas DC-8 atterrit à l'aéroport international de Gander, sur la pointe est de Terre-Neuve, au Canada. Il devait refaire le plein à Gander avant de s'envoler pour Fort Campbell, dans le Kentucky. J'aimerais que le plein soit fait et que les trains soient rentrés dans 90 minutes. Bien reçu. Le commandant John Griffin est pilote pour Arrow Air depuis 4 ans. Il est également instructeur de vol pour la compagnie. Son copilote, John Connolly, sera aux commandes lorsque le vol 1285 partira de Gander. Mike Fowler, officier mécanicien navigant, surveille les systèmes de vol de l'avion. Tu veux aller faire l'inspection? Lorsque les pilotes complètent une série de checklists d'avant-vol, l'officier mécanicien inspecte l'extérieur de l'appareil. Il est à la recherche de dégâts sur le fuselage ou sur les moteurs et vérifie l'accumulation de glace sur l'avion. Les soldats attendent à l'intérieur de l'aéroport. Certains achètent des souvenirs à la boutique de cadeaux. Tu as vu quelque chose? Très bien. Compris. Alors, 2036 litres, soit 500 kilos. Passagers et cargo à changer. Poids confirmé. Parfait. On est prêt à partir. Ça nous amène ici. Rotation à 144 nœuds. Ça me paraît correct. Sur l'indicateur de vitesse se trouve un marqueur. Il rappelle aux pilotes la vitesse exacte qu'ils doivent atteindre pour que l'avion décolle.
Marqueur positionné à droite. Compris. Une fois le plein et les vérifications d'avant-vol effectuées, les 248 soldats remontent à bord. Je pense que la bonne humeur était au rendez-vous, car lorsqu'ils ont atterri à Gander, certains soldats ont contacté leur famille à Fort Campbell pour leur dire qu'ils n'étaient plus très loin et qu'ils seraient rentrés d'ici quelques heures. Tour de Gander. Big A 950, nous avons fini le plein et les vérifications d'avant-vol. Demande roulage jusqu'à la piste 3-1. Big A 950 vend au 290 de 4 nœuds, décollage piste 2-2. Un changement de dernière minute amène l'avion sur une piste différente de celle prévue initialement. 1900 pieds, décollage vers le sud, on est bon. Compris, grandeur. Piste 2-2. A 950, décollage autorisé. Joyeux Noël. Compris, grandeur. Joyeux Noël à vous aussi. Le DC-8 entame sa course pour le décollage. 90 nœuds. Atteint. V1. Rotation. L'Arrow Air 1285 s'envole de l'aéroport de Gander à 6h46. Mais quelques secondes plus tard... Il ne vole pas correctement. Angle positif. Négatif. Je suis sûr que durant ces quelques secondes, les soldats savaient qu'il y avait un sérieux problème à bord. Attention à l'altitude, remonte. Allez, prends de la vitesse. De la vitesse. Attention aux arbres. Aero 1285 s'est écrasé juste après la piste 2-2, à moins d'1 kilomètre. Sur le petit aéroport de Gander, à Terre-Neuve, les équipes d'urgence se précipitent sur les lieux du crash. C'est un champ de débris, de cadavres et d'effets personnels. Des milliers de litres de kérosène alimentent un énorme brasier. Ça ne ressemblait plus à un avion. C'était plutôt une masse de métal et de kérosène en feu d'environ 10 mètres de haut. Tout brûlait. Des survivants? Le commandant Tom Badcock de l'armée de l'air canadienne est un des premiers sur les lieux. En tant qu'officier de l'armée de l'air, j'ai bien sûr été confronté à de nombreux crashs, mais aucun ne ressemblait à ce que j'ai constaté ce jour-là. Voir cette dévastation et mes camarades qui gisaient ainsi par terre, en morceaux, aucun mot ne peut décrire ça. Beaucoup d'entre eux avaient acheté des t-shirts où il était écrit « J'ai survécu à Gander, Terre-Neuve ». On a trouvé cela très émouvant. Après des heures de recherche intense à travers les débris carbonisés, les pires craintes se vérifient. Le crash a emporté les vies des 256 personnes à bord. Les investigations sur les causes du désastre sont déjà en cours, mais elles aboutiront à une controverse et à la chute du Conseil de sécurité aérienne canadien.
Pour l'armée américaine, le crash du vol 1285 à Gander, Terre-Neuve, est une perte historique. Si vous regardez l'historique des assauts aériens de la 101e division aéroportée, vous remarquerez que même durant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont jamais subi autant de pertes en si peu de temps que lors du crash du 12 décembre 1985 à Gander. L'armée canadienne installe un périmètre de sécurité autour du site de l'accident. On a contrôlé tous les accès au site. La gendarmerie royale du Canada m'a demandé si je pouvais identifier un objet qu'il trouvait étrange. Je n'ai jamais vu de truc comme ça avant. Il m'a demandé si ça avait une quelconque connotation chimique ou nucléaire. Je lui ai répondu que je n'en avais aucune idée. La découverte soulève des suspicions quant à ce que transportait l'avion. Il est fort possible que le vol Arrow Air ait transporté un chargement qui n'aurait pas dû l'être ou qui n'était sur aucun manifeste de cargaison. David McNair est enquêteur au Bureau de sécurité aérienne canadien, le CASB. Il y avait des morceaux de l'avion éparpillés partout. On a vite compris que ça allait être difficile de retrouver les pièces les plus importantes. McNair est accompagné de son collègue, Peter Bogue. Ils arrivent plusieurs heures après le crash et découvrent une scène de désolation totale. La scène et les odeurs sont toujours déplaisantes, mais il faut s'y faire. C'est notre boulot. L'ampleur terrible de l'accident fait rapidement les gros titres du monde entier. Il y aura un impact phénoménal sur cette division. C'est un triste jour pour la 101e aéroportée et un triste jour pour la nation. Most of the young men and women we mourn were returning to spend the holidays with their families. You do not grieve alone. We grieve as a nation, together. As together we say goodbye to those who died in the service of their country. Je ne trouve aucun mot pour parvenir à exprimer combien ce fut tragique de perdre autant de vies humaines dans un crash d'avion. L'armée américaine avait déjà souffert de pertes 2 ans auparavant. De nombreux soldats avaient péri lors d'un attentat avec un camion suicide au Liban, à Beyrouth. Psychologiquement, cela commençait à faire beaucoup de morts pour le peuple américain. De nos jours, le chiffre ne nous paraît pas extravagant, mais à l'époque, c'était considérable. Les victimes n'étaient pas des soldats isolés. La plupart faisaient partie d'une des principales unités militaires de l'armée américaine. Abstraction faite du nombre de victimes, cela a donné une teneur hautement symbolique à l'accident. Les enquêteurs interrogent l'équipe au sol de Gander et reçoivent des informations troublantes. Bonjour. Est-ce que vous avez vu le mécanicien inspecter l'appareil? Et ils n'ont pas dégivré les ailes avant de décoller? Ça vient juste de geler. On est prêt à partir. D'accord, merci. On s'est intéressé à la glace parce qu'un mécanicien avait remarqué qu'ils en avaient amassé lors de leur approche. Ils se tournent vers les rapports météorologiques des premières heures du 12 décembre. Au petit matin, c'était très glacial. Et il y avait de fortes pluies verglaçantes. Ils sont arrivés au moment où la météo avait prédit de la glace. McNair et Bogue se demandent si les pilotes du vol 1285 n'auraient pas commis une grave erreur en ne dégivrant pas. Ils comparent les opérations à celles d'autres avions au départ de Gander. Il y avait 2 autres décollages ce matin-là. Un a dégivré, l'autre pas. On a noté qu'un Boeing 737 avait accumulé une certaine quantité de glace avant son décollage, ce qui démontrait la probabilité d'une forte concentration de givre sur l'avion. Mais l'autre appareil, un British Aerospace VC-10, est resté au sol pendant 90 minutes et n'a pas dégivré. Il a tout de même décollé sans problème. Ils ont décollé à moins de 2 heures d'écart. La glace n'a pas pu être le seul facteur de ce crash.
Big A950 vent au 290 de 4 nœuds, décollage piste 2-2. À la recherche d'autres facteurs, il considère le changement de piste de dernière minute. Compris, grandeur. Piste 2-2. C'était pas la piste qui était prévue. Mais il conclut rapidement que cette alternative n'a pas eu plus d'influence sur le crash. La 2-2 est la plus longue piste de Gander. Elle leur a donné la meilleure marge de performance. Les enquêteurs examinent et reportent chaque élément du site, tentant de déterminer la trajectoire de l'avion avant le crash. Il y avait une zone très boisée. Et lorsqu'il s'est rapproché du sol, il a commencé à accrocher les arbres. On va aussi avoir besoin de photos des arbres et de photos aériennes. Mais ce dont ils ont le plus besoin sont les informations contenues dans les 2 boîtes noires de l'avion. Elles pourraient détenir la clé permettant de comprendre ce qui a provoqué la perte du vol 1285. Mais à peine récupéré, McNair aperçoit un problème potentiel. On était déçus de constater qu'il s'agissait d'un ancien enregistreur à feuilles d'acier. Il ne donne pas assez d'informations. Envoyez-les à Ottawa, on verra bien ce qu'on a. Les anciens enregistreurs de vol gravent les données sur un rouleau de feuilles en inox en mouvement. Et bien que l'acier soit résistant au feu, ils enregistrent uniquement 4 paramètres de vol, y compris la vitesse et l'altitude. Les enregistreurs de vol numériques plus récents peuvent accumuler des centaines de données. Tout ce qu'ils peuvent faire est d'envoyer les boîtes noires au Centre d'analyse et de recherche canadien et espérer le meilleur. Alors que l'enquête n'est en cours que depuis quelques heures, elle prend un visage radical. Un consul américain d'outre-mer reçoit un message d'une personne revendiquant la responsabilité du crash. Le correspondant déclare qu'il s'agit de l'œuvre du djihad islamique, une branche du Hezbollah. À cette époque, s'il y avait un groupe terroriste parmi tous ceux opérant dans le Moyen-Orient, ayant la volonté ainsi que la capacité de cibler le personnel militaire américain, c'était bien le Hezbollah. La possibilité qu'une bombe terroriste ait provoqué la chute du vol 1285 émerge. La situation géopolitique était très tendue dans le monde en cette période. Et le fait qu'un avion rempli de soldats américains s'écrase, on se pose toujours des questions. McNair envoie des portions de l'épave au laboratoire de la gendarmerie royale canadienne, afin qu'il soit testé pour des résidus de bombes. L'équipe veut des preuves montrant que le vol 1285 a explosé avant de toucher le sol. Ils recherchent les débris ayant pu tomber entre la piste et le point d'impact. Si l'avion avait explosé avant de toucher les arbres, quelque chose s'en serait décroché, serait tombé et on l'aurait retrouvé. Mais on n'a rien vu, rien du tout. Donc on savait avec certitude que lorsque l'avion a touché les arbres, son premier impact, il était intact. L'histoire est similaire lorsque les résultats des tests reviennent de la gendarmerie canadienne. Ils n'ont trouvé aucune trace de résidus de bombe. Les autorités américaines et canadiennes suggèrent que la revendication du crash par le djihad islamique est fausse. Ce qui profite le plus aux organisations terroristes, c'est de répandre la revendication de l'opération à un grand nombre, afin d'accroître leur réputation et d'engendrer plus de peur. Arrive alors un moment où il devient difficile de séparer le vrai du faux. L'attaque terroriste étant moins probable, les enquêteurs se concentrent une nouvelle fois sur le comportement de l'appareil. 10,50 m, 15 cm, déclinaison 4,5 degrés. L'avion a heurté des arbres 800 mètres après la fin de la piste. On pouvait clairement voir une forme dans les arbres. En utilisant des photographies du lieu du crash, les enquêteurs reportent la hauteur de 378 arbres afin de déterminer la position exacte du DC-8 lors de sa chute. L'avion penchait de l'aile droite et il avait le nez relevé par rapport aux arbres.
Grâce à la photogrammétrie, on a déterminé que l'avion était au-delà de son angle de décrochage. Il était donc visiblement en décrochage à une vitesse de descente élevée. La position de l'avion, le nez en l'air, l'a empêché d'avoir la portance nécessaire pour rester dans les airs. Les enquêteurs n'arrivent pas à expliquer pourquoi l'avion volait avec un angle aussi extrême. Un indice sur ce que faisaient les pilotes est apporté par une pièce des débris du cockpit, l'indicateur de vitesse. Regarde ici, voilà le marqueur. Il montre que les pilotes avaient programmé une vitesse de décollage de 144 nœuds et que l'avion avait atteint une vitesse relative d'au moins 165 nœuds. Marqueur positionné à droite. Compris. Les enquêteurs espèrent que des détails des derniers moments des pilotes ressortiront de l'enregistreur de voix du cockpit. Mais une déconvenue les attend. Il n'y a pas d'enregistrement du cockpit. L'enregistreur du cockpit ne fonctionnait pas correctement. Il n'enregistrait aucune conversation des pilotes. Sans enregistreur de voix, on ne peut pas savoir ce que faisaient les pilotes ou ce à quoi ils étaient confrontés. Leurs espoirs reposent désormais sur l'enregistreur de données. Même cet enregistreur rudimentaire aurait pu capturer la vitesse à laquelle ils ont décollé, si des alarmes s'étaient déclenchées et lesquelles, et comment ils avaient réagi. Toutes ces choses sont importantes. Mais il s'avère être à peine plus utile que l'enregistreur de voix du cockpit. L'enregistreur du ROR était très limité. On a été capable de déterminer la vitesse, une partie de l'altitude et la direction de l'appareil, mais on n'avait aucune indication sur la puissance des moteurs ou sur l'angle d'inclinaison et de tangage. L'enregistreur de données apprend aux enquêteurs que l'Arrow Air 1285 avait entamé sa course et accéléré jusqu'à 167 nœuds. Le décollage s'était produit 51 secondes plus tard. 2 secondes plus tard, la vitesse avait commencé à baisser. Allez, prends de la vitesse! De la vitesse! La vitesse a diminué d'un seul coup. On savait donc que l'avion était en dessous de la vitesse normale de vol. C'est tout ce qu'on a pu récupérer de l'enregistreur. Ça ne nous dit pas grand-chose. Mais un examen plus approfondi des données de vol révèle un indice potentiellement important. La distance nécessaire au décollage était plus grande que celle que les pilotes avaient prévue. On a regardé la distance d'accélération, qui s'est avérée être plus longue que ce qu'on pensait. 1300 mètres, 100 nœuds, 1900 mètres, 144 nœuds. Il aurait dû décoller à ce moment-là. Les enquêteurs découvrent que le décollage s'était produit 4 secondes plus tard, soit 300 mètres plus loin que prévu. 2400 mètres, 167 nœuds. 300 mètres supplémentaires. Pourquoi ça leur a pris si longtemps? B1. Rotation. Ils ont utilisé la pleine puissance. On s'attendait à ce qu'ils décollent un peu plus tôt. Le décollage, plus long que la normale, soutient la théorie selon laquelle la glace sur les ailes a joué un rôle dans le crash. Mais les enquêteurs pensent que ce n'est pas le fin mot de l'histoire. La glace n'est pas nécessairement le seul élément responsable. Il n'y a pas qu'une seule cause dans ce genre d'accident, mais plusieurs. Déterminé à trouver ce qui, hormis la glace, a contribué au crash, le CASB se tourne vers les volets de l'avion. Pour un DC-8, le paramétrage optimum des volets est de 18 degrés. On dirait que les volets étaient sortis. Après un travail détaillé, on a pu dire avec certitude que les volets étaient en position de décollage normale. Il se demande si la glace, combinée à des moteurs défaillants, aurait pu causer le décrochage de l'appareil.
Les moteurs sont envoyés au bureau de la sécurité des transports d'Ottawa pour une inspection complète. Chacun des moteurs a été récupéré sur le site et on a pu constater des dégâts dans les turbines. Des débris de bois sont trouvés en profondeur à l'intérieur des 4 turbines. La quantité de débris démontrait que les moteurs fonctionnaient. Les preuves attestent que le DC-8 était correctement configuré pour le décollage et qu'il n'y avait rien d'anormal avec les moteurs. Alors pourquoi le vol 1285 a-t-il mis plus de temps à quitter le sol? Les enquêteurs s'intéressent désormais au poids de l'appareil. 2036 litres, soit 500 kilos, passagers et cargo inchangés. Ils ont considéré que chaque passager avec son bagage pèserait 77 kilos. Ce poids moyen, 77 kg, correspond au poids estimé pour un passager masculin d'après les directives de la compagnie. En tant que pilote, et ayant transporté beaucoup de personnel militaire, ça ne me semblait pas correct. On s'est donc penché sur ce nouvel élément. Bonjour. J'ai une requête pour des dossiers personnels. Suivant son instinct, McNair s'apprête à faire une découverte cruciale. Sur un vol commercial normal, on a une mixité de personnes, des hommes, des femmes, des enfants. Le poids moyen est moins important. Mais ce n'était pas un vol commercial ordinaire. L'ensemble des 256 passagers étaient des hommes adultes, plus ou moins corpulents. On a regardé les dossiers médicaux des passagers afin d'avoir leur poids réel, relevé lors de leur dernière visite médicale. Prenons mon cas, je pèse normalement 80 kilos, mais si j'ai tout mon équipement, et c'est le cas quand je pars en mission, j'emporte en tout 90 kilos dans l'appareil, voire plus. On a estimé que le poids le plus réaliste aurait été de 100 kilos par personne, ce qui inclut le passager lui-même, ses bagages et l'équipement qu'il porte. Avec les nouvelles estimations, il calcule que le poids de la totalité des passagers était de plus de 25 tonnes, soit 5 tonnes de plus que le poids inscrit sur la feuille de chargement. On est loin du compte. Mais l'avion avait volé avec ce poids toute la nuit, décollant du Caire puis de Cologne sans aucun problème. La glace accumulée à Gander a peut-être fait la différence. On peut décoller avec un poids plus important que la normale. S'il n'y a aucun autre facteur en jeu, on peut s'en sortir. Mais s'il y a autre chose, comme de la glace, on a un sérieux problème. À présent, les enquêteurs suspectent que la combinaison glace plus surcharge a empêché le DC-8 de rester dans les airs. Bon, ça doit être ça. La glace et le poids. On avait beaucoup d'éléments scientifiques qui prouvaient que l'avion aurait pu voler, mais ça n'a pas été le cas. Et nous avions 2 bonnes raisons à cela. L'une était le poids, l'autre était la petite quantité de glace accumulée sur l'appareil. Mais cela ne reste qu'une théorie. Personne à Gander n'a vu de glace sur les ailes. Il est impossible de savoir combien il y en avait. C'est le premier problème. McNair et Bogue doivent faire face à une autre complication. Certains de leurs collègues émettent des doutes sur leur découverte. L'un d'eux est membre du conseil d'administration et expert aérien, Les Philotas. J'ai parcouru le rapport rapidement jusqu'à la partie qui m'intéressait et qui était ma spécialité, l'enregistreur de données de vol. Dès que je l'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Philotas se demande immédiatement comment l'appareil avait pu perdre de la poussée et s'écraser si vite après le décollage. J'ai fait des calculs rapides et il démontrait que pour avoir ce genre de décélération, il fallait perdre pas 1, ni 2, ni 3, mais les 4 moteurs. C'était une chose surprenante qui sautait aux yeux. Attention à l'altitude, remonte! Et prends de la vitesse! De la vitesse! Ils ont dit que l'appareil était... Il me semble que le terme exact était détruit par un feu de kérosène. Cependant, selon les premiers rapports, tous les témoins mentionnent une explosion massive et un nuage en forme de champignon.
J'ai vu cet engin arriver devant mon camion. Il y avait une sorte de flamme sur le dessous. 2 chauffeurs sur l'autoroute étaient sous la trajectoire de l'avion lorsqu'il est passé au-dessus d'eux. Tous 2 ont déclaré avoir vu des flammes sur le côté droit. Les autorités de l'armée américaine nient la présence d'une cargaison non déclarée ou secrète à bord du Arrow Air 1285. Mais Philotas a des raisons de douter de cette déclaration. Lorsque l'équipement des troupes a été chargé en soute, il y avait plusieurs de ces caisses. Aucune information n'a été apportée concernant leur contenu. Il n'y avait rien sur le manifeste de cargaison. Voilà une autre question controversée qui n'a jamais été résolue. Visiblement, on ne portait pas beaucoup d'attention aux procédures de sécurité. C'était une autre époque. Lorsque les soldats embarquaient pour leur vol retour à l'aéroport du Caire, la sécurité était désastreuse. C'est une chose inimaginable aujourd'hui, quelque chose d'intolérable. Philotas se joint à ceux spéculant que le vol 1285 d'Arrow Air a été la victime d'une attaque terroriste. Était-ce le Hezbollah? Pouvait-il y avoir un rapport avec l'Europe? La grande question qui trottait en permanence dans la tête du gouvernement américain et des autorités de sécurité était: les Soviétiques sont-ils impliqués? Le témoignage que vous allez donner sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dites « Je le jure ». Je le jure. Asseyez-vous. Aujourd'hui, certains se demandent si l'Arrow Air 1285 n'était pas au centre d'un des plus gros scandales de tous les temps. Un complot américain devant fournir des armes à l'Iran en échange d'otages américains. Arrow Air était en effet l'une des compagnies qui, durant la présidence de Ronald Reagan, avait contribué à une opération secrète organisée par le célèbre colonel Holly North. L'affaire concernant la collusion entre l'Iran et les Contras du Nicaragua était une opération secrète et très complexe. Ce n'était pas une fine couche de glace sur les ailes. Philotas s'appuie sur les preuves photographiques afin de prouver sa théorie. Mon collègue est allé à Gander, au laboratoire photo de la gendarmerie royale. Il y avait des milliers de clichés pris sur le lieu de l'accident. Beaucoup de photos semblaient indiquer qu'il y avait eu une sorte d'explosion à bord. C'est comme si vous preniez une feuille d'aluminium et que vous faisiez un trou avec le doigt. Elle se déchirerait de l'intérieur vers l'extérieur, là où la feuille serait recourbée. Il serait ainsi facile de voir de quel côté le doigt est entré. Philotas devient de plus en plus suspicieux lorsqu'il apprend qu'un enquêteur indépendant, embauché par la Arrow Air, avait exploré la possibilité d'une explosion à bord. Il avait tout examiné attentivement. Il avait trouvé que 3 lamelles d'admission du moteur numéro 3 qui se trouve à l'intérieur de l'aile droite avaient une bosse sur la pointe. Et l'une d'entre elles avait de la peinture rouge. Cet enquêteur avait conclu qu'il y avait pu y avoir une explosion en l'air. Et que les dégâts et les marques de peinture à l'intérieur du moteur avaient pu être causés par des débris du fuselage ayant explosé vers l'extérieur. Une autre information clé vient de l'examen post-mortem de plusieurs des 256 victimes. Les autopsies indiquent qu'il y avait des niveaux de monoxyde de carbone importants dans leur sang. Donc, s'ils avaient des produits de combustion dans leurs poumons, la déduction naturelle est qu'ils ont dû respirer des produits de combustion avant le crash. D'après toutes ces preuves, Philotas et ses collègues établissent leur propre version de l'accident. Qu'est-ce que c'est? De la fumée! De la fumée dans le cockpit! Mais les enquêteurs principaux, McNair et Bogue, maintiennent que les théories de sabotage ne sont que distractions à sensation. Rien ne nous indiquait que le terrorisme avait joué un rôle. Par contre, beaucoup d'éléments prouvaient un problème de puissance de l'avion et la présence de glace. McNair et Bogue décident de mettre fin à toute spéculation en prouvant scientifiquement leur théorie selon laquelle la glace combinée au poids est la cause de la chute du vol 1285. Tu veux aller faire l'inspection?
Avant le milieu des années 80, on en savait peu sur l'impact aérodynamique de l'accumulation d'une fine couche de glace. L'officier mécanicien qui a inspecté l'appareil cherchait probablement d'épaisses couches de neige qui rendraient l'appareil bien plus lourd. Pas un fin manteau de glace au-dessus des ailes. Dans le cadre de l'enquête, on a fait des recherches sur les effets de la glace. Les tests aérodynamiques réalisés dans une soufflerie révèlent que même une légère accumulation de glace peut réduire considérablement la portance des ailes. Même une fine couche de la taille d'un papier de verre peut sérieusement dégrader la portance d'un gros avion de ligne. Ce fut une surprise pour moi aussi. L'équipe effectue d'autres tests dans un simulateur de vol. On a dû reprogrammer le simulateur et réduire les performances pour simuler la glace. V1, rotation. Chaque essai dans le simulateur, avec exactement les mêmes paramètres que pour le vol 1285, se finit de la même manière, un décrochage et un crash. Très bien. Essayons cette fois avec 5 tonnes en moins. D'après les nombreux essais en simulateur, réalisés avec une couche de glace pour réduire la portance de l'avion, il était difficile de voler normalement et on pouvait facilement perdre le contrôle de l'appareil. Il ne vole pas correctement. Angle positif. Négatif. Pleine puissance. Les pilotes auraient dû s'apercevoir que leur avion ne montait pas assez vite. Attention à l'altitude, remonte! Allez, prends de la vitesse. De la vitesse. Attention aux arbres! Le copilote Connelly a levé le nez de l'avion en essayant de le maintenir en l'air. Il n'a pas réalisé qu'il les condamnait. Le DC-8 était déjà au bord du décrochage. Relever le nez n'a fait qu'empirer les choses. Le poids de l'avion était sous-estimé et sa portance compromise par la glace sur les ailes. Une combinaison fatale. Enlevez un des facteurs, disons la glace, et gardez le même poids, peut-être que vous éviterez l'accident. Maintenant, retirez la surcharge, mais gardez la glace, peut-être l'éviterez-vous aussi. Mais avec les deux, c'est le crash garanti. Concernant les marques de peinture suspectes trouvées à l'intérieur des moteurs, McNair détermine qu'elles viennent d'une chargeuse frontale utilisée pour dégager les débris des lieux de l'accident. De plus, l'extrême intensité du feu a pu causer les taux anormalement élevés de monoxyde de carbone dans le sang des victimes. Même le témoignage des chauffeurs concernant les flammes avant l'impact peut être expliqué. Si vous avez un avion qui se déplace avec un fort angle d'attaque ou en position de décrochage, il y a souvent des flammes qui sortent des moteurs en raison du phénomène de pompage. La capacité de terroristes à réussir une attaque si complexe est sérieusement mise en doute. Aurait-il pu le faire? En termes d'intention, oui. Mais en termes de capacité à organiser et achever ce genre d'opération dans ces conditions, cela me semble peu probable. Nous sommes là aux extrêmes limites du possible. Nous avons dû faire face à beaucoup de controverses. Mais on devait rester concentré sur notre travail parce que l'enquête ne prend pas en compte les sentiments. Elle s'appuie sur des faits scientifiques. Donc, on s'est accroché à la science. Et on n'a trouvé aucune preuve d'une quelconque explosion en vol. Par contre, on a apporté la preuve d'une explosion causée par l'impact. McNair est convaincu que ces conclusions apportent un avertissement important à l'ensemble de l'industrie aéronautique. Beaucoup de gens n'arrivent pas à croire qu'un tout petit peu de glace sur une grande aile peut avoir tant d'effets. Et pourtant... Après presque 3 ans de recherche pointilleuse et d'investigation, le Bureau national de la sécurité des transports canadien est prêt à publier son rapport. Mais ce qui est supposé fournir des réponses et empêcher des accidents similaires déclenche une vague de controverses. La théorie de la glace est fausse.
Les enquêteurs du CASB pensent qu'ils ont un rapport convaincant qui explique la cause complexe du crash du vol 1285. Lorsque le rapport final a été rendu, j'espérais, comme tout enquêteur, que le message concernant la sécurité serait répandu et accepté. Mais 4 des 9 membres du Conseil ne sont pas d'accord avec ces conclusions. Cette enquête semble impliquer une dissimulation. Il est impossible que cette glace ait été un facteur. Les enquêteurs en accident aérien sont toujours sous pression et ils doivent apporter une réponse le plus vite possible. Parfois, selon l'intensité de cette pression, les résultats des enquêtes sur les accidents peuvent s'avérer bien moins que satisfaisants. Les dissidents exposent leur propre rapport qui attribue le crash à une explosion. Il a été très difficile pour nous de sortir notre propre rapport. On a eu un temps très limité et il y a eu des tentatives d'étouffement. On m'a même demandé « Qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu essaies de sauver ton boulot ou est-ce que tu essaies de montrer la vérité ?» Ma réponse a été « Je veux sauver mon travail en dénonçant la vérité. » C'est très rare d'avoir un rapport contradictoire alimenté par des photographies. Je n'y vois aucun mérite. Je ne comprends même pas pourquoi il a été rédigé. Pourquoi vouloir arriver à ce résultat? Où sont les preuves scientifiques? Regardez. Le transfert de peinture ne signifie rien. Les échantillons de sang de l'équipage ne signifient rien. Les pétales non plus. Donc vous n'avez aucune preuve de terrorisme. Ça ne prouve rien. Dans ce cas particulier, les résultats obtenus ont été absolument incroyables. Vous aviez 2 rapports profondément divergents. Ils soulevaient 2 situations radicalement différentes et 2 lectures de l'accident forcément opposées. Je pense que ça a été très dur pour les familles de voir que l'enquête n'avait finalement abouti à rien. Il n'y a pas eu de réponse définitive quant à la cause du crash. Si j'étais un proche, je poserais des questions. Mais le 10 mars 1989, en pleine controverse, une preuve tragique conforte la version de McNair et Bogue. À Dryden, dans l'Ontario, dans un froid hivernal, l'équipage d'un Fokker F-28 décide de ne pas dégivrer. Quelques secondes après le décollage, l'avion n'a pas suffisamment de puissance pour rester dans les airs. L'accident est quasiment identique à celui du vol d'Arrow Air 1285. L'appareil a touché la cime des arbres, intact, puis il a explosé en touchant le sol avec une grande quantité de kérosène à bord. L'accident tue 24 des 69 personnes à bord. D'après les conditions à Dryden, il est évident que la glace y a été pour quelque chose. Si seulement le message des enquêteurs avait été entendu, la tragédie de Dryden ne se serait peut-être jamais produite. Le fait qu'il y ait eu une telle polémique autour de cette enquête a été regrettable, car ça a minimisé le message sur la sécurité. Les avions comme le DC-8 sont très vulnérables aux conditions glaciales. Le message a été perdu à cause de la controverse et de la théorie d'une bombe terroriste. Mais ceux qui soutenaient la théorie de la bombe campent sur leur position. Reporter une mauvaise cause à un accident ne fait pas évoluer la sécurité. Le vrai message est qu'il faut chercher la vérité. Et la vérité est que les causes de cet accident n'ont jamais été établies. La polémique qui a plané au-dessus de cette enquête a conduit à la fin du Bureau national de la sécurité des transports canadiens. Il a été dissous et remplacé plus tard par une agence mieux régulée. Nous avons retenu une chose. Des centaines de personnes sont mortes. Aucune leçon n'a été tirée la première fois et cela s'est reproduit. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus triste. Si j'avais été dans ce cas, que je n'avais pas eu toutes les réponses, alors que j'avais perdu quelqu'un dans cet horrible crash, ce ne serait pas suffisant. C'est difficile à admettre lorsque vous avez perdu un être cher. On a tous le droit de savoir.